l'une des spécificités du totalitarisme, c'est de s'approprier les corps des individus jusqu'à les réduire à des corps qu'on peut anéantir. C'est une pathologie de contrôle, de surcontrôle des populations, mais également de persécution. Donc, il va falloir persécuter à un moment donné l'ensemble des citoyens. Le pouvoir totalitaire utilise comme méthode, c'est sa méthode préférée, le harcèlement. Pourquoi? Parce que on est dans un système devenu paranoïaque. À un moment donné, l'individu, parce qu'il appartient à un groupe, parce qu'il ne veut pas sortir de cette appartenance, va accepter différentes situations intolérables, en réalité même pour lui-même, et dans lesquelles il va voir sa santé mentale se dégrader. Il y a un assujettissement des populations à ce contrôle mondial, qui se fait progressivement et dans tous les domaines, au nom de la santé. Bonjour Ariane Biran. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir pour un nouvel entretien. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes philosophe, psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie. Vous êtes notamment spécialisé dans la psychopathologie du pouvoir, l'étude des manipulations, de la perversion, de la paranoïa et du harcèlement. Vous avez écrit plus d'une trentaine d'ouvrages en lien avec cette thématique et vous donnez aussi régulièrement des conférences. Alors, nous allons parler aujourd'hui de votre livre intitulé « Sur le totalitarisme », un ouvrage publié à la fin du mois de décembre et qui rassemble une série de conférences que vous avez données en 2021 et en 2022, consacrées au phénomène totalitaire. Alors, dans la première conférence retranscrite dans votre livre, conférence intitulée « Totalitarisme et liberté », vous soulignez que la psychopathologie est, selon vous, la grande absente de la compréhension de l'histoire de l'humanité, tout en étant sans doute la clé qui permet d'ouvrir bien des portes. En quoi la psychopathologie peut-elle fournir des clés indispensables à la compréhension du phénomène totalitaire? Alors, je pense que d'abord, on va essayer de définir pour les gens un peu la psychopathologie, qui est un gros mot, qui vient de psyché, l'âme, et de pathos, la maladie. Donc c'est l'étude des maladies de l'âme, comme la psychologie est l'étude de la science de l'âme. Donc c'est une discipline qui a été utilisée essentiellement, traditionnellement par la psychiatrie pour étudier les troubles psychiques, les maladies mentales et leurs causes. Voilà les liens de causalité qu'on peut faire. Alors j'ai trouvé, évidemment j'ai travaillé sur le totalitarisme sur la version philosophique, mais comme j'ai, dans mon parcours, dans ma carrière, beaucoup travaillé en psychopathologie tout court, en psychopathologie au niveau de la psychose, de l'étude de la psychose, mais aussi j'ai ensuite adapté des modèles pour les entreprises en psychopathologie du travail. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va étudier comment fonctionnent les groupes, comment fonctionne l'individu au sein des groupes et comment des situations dégénèrent. C'est-à-dire quels sont les mécanismes psychiques qui font que les situations dégénèrent. Un des termes les plus connus de la psychopathologie, c'est le déni. Mais ça peut être aussi le clivage, ça peut être la banalisation de la violence, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mécanismes de défense qui permettent de se protéger de la violence d'une situation. Par exemple, si on assiste à une situation de harcèlement, comment on va s'en protéger psychologiquement. Et il m'a semblé que dans le totalitarisme, ça pouvait être une clé tout à fait intéressante. Alors, elle avait été utilisée par exemple par Eugène Henriquez pour les institutions, c'est-à-dire comment des institutions commencent à dysfonctionner, quels sont les liens, la dénaturation des liens entre les individus qui leur font accepter des situations inacceptables. Et donc je dirais que ma contribution au niveau de ce que j'ai pu étudier dans le totalitarisme, c'est d'apporter cette clé supplémentaire qui nous permet manifestement de répondre à des questions telles que pourquoi des personnes obéissent, se soumettent ou collaborent à des situations dans lesquelles elles n'auraient pas collaboré en d'autres circonstances. Donc essentiellement, la psychopathologie, elle va étudier derrière ces mécanismes la souffrance qui est inhérente à certaines situations de violence et comment le psychisme fait pour s'en défendre, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Puisque finalement la psychopathologie, elle va étudier aussi, et c'est ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les phénomènes de groupe, donc ce que j'ai appelé moi des groupes régressés, c'est-à-dire à un moment donné l'individu, parce qu'il appartient à un groupe, parce qu'il ne veut pas sortir de cette appartenance, va accepter différentes situations
intolérables, en réalité même pour lui-même, et dans lesquels il va voir sa santé mentale se dégrader. Il va le subir en tout cas. Et dans cette conférence, vous dites aussi que le totalitarisme n'a pas disparu avec le nazisme ou le stalinisme, bien que soit supprimée la figure du chef incarné qui porterait le projet totalitaire. Vous ajoutez que nous vivons aujourd'hui une montée inédite d'un totalitarisme mondial. Alors, en quoi sommes-nous confrontés à un nouveau totalitarisme à l'échelle planétaire selon vous, et sous quelle forme se déploie ce phénomène totalitaire aujourd'hui? Alors j'avais noté une petite citation de Günther Anders, donc un philosophe du XXe siècle qui a été l'un des tout premiers à alerter sur la montée du nazisme, qui nous dit dans son discours sur les 3 guerres mondiales, il nous dit la chose suivante: les situations hitlériennes ne sont pas si immédiates à reconnaître. Il est vrai qu'il y a de temps à autre des éclairs qui font flamboyer pendant une seconde le paysage d'aujourd'hui et montrent comment il ressemble effroyablement à celui d'hier. C'est une première question, c'est-à-dire que quand nous sommes immergés dans une situation, nous avons beaucoup de mal à repérer les points communs avec des situations antérieures, et notamment avec la question du nazisme. Or, j'ai démontré dans le débat interdit, publié chez Trédaniel, écrit avec Vincent Pavant, les similitudes avec les mesures prises par les nazis dans les années 30, notamment d'exclusion d'une certaine catégorie de la population, de possibilité ou non de liberté de mouvement, de passeport sanitaire, etc. Et aujourd'hui, nous avons, si l'on en croit notamment Vera Sharav, qui a fait un documentaire absolument spectaculaire qui s'appelle « Plus jamais ça, c'est maintenant », qui va paraître bientôt en sous-titrage en français, que nous avons une infiltration des organisations internationales depuis des décennies, de la part tout simplement des mêmes filiations nazies. Et c'est assez problématique. Alors, j'ai écrit un tout petit opuscule qui s'appelle l'Internationale nazie, qui n'est pas du tout destiné à des gens qui connaissent déjà et qui ont approfondi le problème, mais plus destiné, on va dire, à des gens normaux, pour leur rappeler une hypothèse qu'avait manifestée Hannah Arendt, et qui était que les nazis non seulement n'avaient pas perdu la guerre, mais avaient simplement sacrifié l'Allemagne puisqu'il s'agissait d'une ambition de domination planétaire. Et on peut déjà le repérer par exemple au fait que dès 1943, il y a eu des nazis qui ont entrepris de créer beaucoup d'entreprises en Amérique du Sud en préparation de ce sacrifice de l'Allemagne. Et ce qui se passe, tout le monde connaît plus ou moins l'opération Paperclip, ce qui se passe c'est que des nazis ont été réintégrés. Il y a eu bien sûr des condamnations, mais elles n'ont non seulement pas été suffisantes et surtout n'ont pas concerné certains chercheurs qui ont eu un rôle déterminant au niveau des recherches sur les populations et des expérimentations militaires notamment, dont on connaît bien par exemple le programme MKUltra de la CIA, c'est maintenant quelque chose d'assez connu, mais il y a une implication immédiate dans l'après-guerre des nazis, et cette infiltration dans les organisations internationales, Vera Sharav nous alerte sur le fait que nous n'y avons pas prêté attention du tout, et que maintenant nous nous retrouvons finalement avec une idéologie assez similaire que l'on peut repérer aux essentiels non essentiels, hein, inutiles, utiles, à des politiques eugénistes, à des politiques promouvant finalement l'euthanasie et diverses mesures qui ressemblent fortement à un contrôle absolu des existences, qui se repère aussi avec dans ces organisations internationales, notamment les politiques dites de santé publique, hein, qui arrivent avec l'OMS. Donc j'en ai parlé au travers des droits sexuels qui me paraissent faire le lit, hein, d'un totalitarisme mondial. Ça, je l'avais dit en 2017, mais tout simplement en analysant les textes, parce que par contre, ce qui est certain, c'est que les textes sont accessibles, les textes sont publics, les textes ne sont simplement pas connus des populations, et il n'y a pas d'analyse et de relais dans les médias. Donc c'est chez nous, en fait, qui manque, parce qu'en réalité, dès qu'on va se pencher sur la nature de ces textes, ils existent. Par exemple, il n'y a rien de caché, j'ai envie de dire. Par exemple, pour la surveillance mondiale, on a une citation de Klaus Schwab dans son livre, qui est « L'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale ». Donc, ça signifie tout simplement que nous sommes... Qu'est-ce que c'est le totalitarisme? C'est l'ambition de la domination totale sur les individus,
C'est une domination à la fois spatiale et également temporelle, hein, puisque c'est avec une visée sans limite de temps, de laquelle on ne peut plus échapper. Alors certains parlent aussi, en tout cas Vera Sharav, et il y a quelque chose sur lequel elle insiste et que je voudrais transmettre, c'est que ce qui s'est passé et qui a permis les destructions massives des populations dans le nazisme, sont notamment deux facteurs. Le premier, c'est la collaboration de la grande industrie et du grand capital, donc elle cite notamment IBM, mais aujourd'hui on peut voir qu'il y a une collaboration massive de plus en plus monopolistique de grands groupes au détriment des petits. Voilà, et une destruction savamment orchestrée des petits indépendants, des petits artisans et petit à petit de la classe moyenne. Et le deuxième facteur, c'est le refus de croire les propos d'Hitler, c'est-à-dire la véracité du projet hitlérien. Et ceci, on le constate dès 1933, quand Günther Anders, à un moment, dit qu'il essaye de battre le rappel pour faire des séminaires sur le danger hitlérien, et finalement il n'arrive pas auprès des intellectuels à battre le rappel parce que les intellectuels estiment que c'est un fou furieux, mais que voilà, il parle en l'air en fait. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez similaire. Les déclarations, nous les avons, les déclarations d'intention sur la population, quand il y a des déclarations telles que cette histoire de surveillance mondiale, quand il y a des déclarations aussi de Harari, le conseiller intellectuel de Bill Gates, sur le transhumanisme. C'est comme si c'était quelque chose d'un peu folklorique, imaginé par des fous furieux, mais dont on doute que cela arrive. Et elle dit que c'est finalement ce refus de voir, ce refus de croire qui est extrêmement dangereux. Et finalement, comme je le dis, nous avons les textes officiels sont là, le programme est là, le programme transhumaniste, qui est en réalité, là je vais reprendre un mot d'une conversation avec Tristan Edelman, un post-humanisme, c'est-à-dire c'est pas un trans, c'est un post, il n'y a plus d'humanisme. Eh bien c'est ce dans quoi nous sommes en train de nous engouffrer. Je voudrais quand même citer un article très important, il me semble, d'un professeur à l'Université de médecine de San Marcos au Pérou, qui s'appelle David Salinas Flores, sur les expérimentations en cours concernant le contrôle mental sur l'être humain sans son consentement. Alors il cite la DARPA. La DARPA, c'est The Defense Advanced Research Projects Agency, agence pour les projets de recherche avancée de défense. C'est l'agence scientifique militaire la plus puissante au monde, aux États-Unis. Et il explique qu'en fait, premièrement, les nazis donc, ont participé au programme américain de contrôle mental, mais que ces programmes ne se sont jamais arrêtés. Je vais le citer, il parle de l'existence d'un réseau mondial du crime organisé pour développer des projets neuroscientifiques utilisant la neurotechnologie invasive, et notamment en Amérique latine. Il parle d'une mafia fantôme avec des projets transhumanistes qui ont commis des expérimentations et continuent de le faire dans des hôpitaux latino-américains. Et notamment sur le contrôle mental. Alors, avec des nanorobots cérébraux, des micropuces, des implants, le but étant de réduire l'homme à une machine et de prendre possession de son cerveau. Alors cette notion de contrôle mental, elle a été théorisée en 1921 à l'Institut Tavistock, puis dans le nazisme. Alors je vais prendre un autre exemple. Par exemple, qu'il prend dans son article, c'est un certain Pleutner, qui lui a commis des expériences sur le contrôle mental à Auschwitz et Dachau. Il a été récupéré par l'opération Paperclip, et puis il a continué de collaborer sur ces expériences, et puis il est retourné dans le domaine médical en tant que professeur à l'université de Fribourg en 1950, voilà, sans jamais être inquiété. Alors dans ce projet, c'est clairement la création des cyborgs, hein, la moitié homme, moitié machine, avec cette idéologie de l'Internet des objets, mais dont nous serions nous-mêmes un objet. Donc c'est quand même assez inquiétant. C'est une sorte de fascisme numérique avec de l'esclavage numérique. C'est-à-dire qu'au lieu du tatouage traditionnel, eh bien, nous avons une autre forme de tatouage beaucoup plus subtile aujourd'hui, qui permettra de, entre guillemets, désactiver des individus qui ne se soumettraient pas à ce contrôle total.
Donc pour vous, finalement, le courant transhumaniste s'inscrit dans la lignée du nazisme. Je pense que oui, c'est un autre terme pour simplement remettre au goût du jour l'idéologie nazie qui pourrait se résumer en il y a des surhommes, il y a des sous-hommes, il y a des essentiels, il y a des non-essentiels, il y a des utiles et des inutiles. Et cette classification, elle existe depuis des années, hein, au travers effectivement des pseudo-valeurs de notre société, dans un primat d'une sorte de capitalisme effectivement totalitaire. Mais ça s'est vu, ça s'est illustré dès 2020, au travers des mesures que nous avons subies. Alors, on l'a vu en France avec les dits essentiels et non essentiels, ceux qui avaient le droit de travailler, ceux qui n'avaient pas le droit de travailler. Mais plus globalement, dans le monde entier, il y a eu ceux qui ont le droit d'avoir des confinements payés et ceux qui ont eu le droit, entre guillemets, d'être tout simplement laissés sans revenus pour survivre. Et ça a été mis en place au niveau mondial. Ces institutions internationales ne sont pas sans pouvoir sur nos existences. J'ai pris l'exemple de l'OMS à plusieurs reprises. L'OMS, cette histoire de santé publique. Alors on a un discours de Macron de l'année dernière qui nous explique que l'OMS c'est la référence scientifique à laquelle nous devons nous soumettre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des mesures d'allégeance des pays contractuels à l'OMS et que également il y a une reprise des entre guillemets conseils ou de l'influence de l'OMS aujourd'hui dans les mesures de santé publique. Donc petit à petit, il y a un glissement de dépossession massive des peuples qui ne sont plus du tout souverains dans la prise des décisions et les lois qui doivent normalement les servir. Il y a un assujettissement des populations à ce contrôle mondial qui se fait progressivement et dans tous les domaines, au nom de la santé. Vous expliquez d'ailleurs que la dérive totalitaire actuelle n'est pas nouvelle et que si elle se manifeste de façon de plus en plus explicite, elle est en réalité en gestation depuis des années. Et vous précisez que vous aviez utilisé dès 2010 le terme de démocratie totalitaire pour qualifier un régime politique composé d'une démocratie de surface et de processus totalitaires de fond. En quoi cette dérive totalitaire était-elle en gestation depuis plusieurs années selon vous et quels étaient les marqueurs, les signes annonciateurs de cette dérive ? Je pense que j'avais employé ce terme tout simplement parce qu'une démocratie, c'est le pouvoir du peuple et manifestement, dans ce livre, mais bien avant, il me semblait que le peuple n'avait pas vraiment son mot à dire dans différentes situations, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de théâtre politique où on lui fait voter différents représentants ou pour l'Europe, contre l'Europe, mais au final, ces décisions ne sont pas respectées ou en tout cas, quels que soient ceux qui sont élus, ils finissent toujours par adopter un programme similaire, donc il doit avoir bien des influences de l'extérieur. C'est un petit peu des sortes de marionnettes au pouvoir. Je pense que j'avais cette spécialisation dans le harcèlement à l'époque où j'étais totalement immergée dans ces processus par l'analyse que je faisais dans les entreprises et je trouvais qu'au niveau de la population et des processus qui se mettaient en place, qui sont une destruction progressive du lien, une érosion du lien, il y avait des processus pervers similaires et une suppression par exemple méthodique des humanités, donc au niveau de l'instruction, une suppression méthodique des systèmes de santé, un enrichissement de plus en plus fort d'une certaine partie de la population au détriment d'une autre partie de la population avec des inégalités sociales qui n'arrêtaient pas de se creuser. Donc finalement, une double vitesse, encore une fois, entre des privilégiés et d'autres, et que tout ceci provenait aussi de systèmes de santé, dans des systèmes de pensée, qui sont des systèmes d'exclusion, où on autorise l'exclusion de certaines catégories de population au nom de je ne sais pas quel principe. Or, ça c'est un point clé, c'est que je crois que puisque nous sommes tous des êtres humains, a priori on ne peut pas valider l'exclusion. Si on valide l'exclusion, il faut toujours trouver entre guillemets un bon motif au niveau du bien commun. Donc on a eu effectivement les Juifs dans les années 30
pour des questions de santé publique, hein, il faut bien le rappeler, c'est-à-dire parce qu'ils étaient censés être porteurs de maladies, etc. Et donc il fallait les parquer dans des ghettos parce qu'ils transmettaient le typhus, etc. etc. Donc c'était de l'idéologie de santé. Mais l'exclusion, elle a pu avoir lieu aussi dans l'apartheid. Hein, effectivement, certains n'ont pas les mêmes droits que d'autres. Alors je crois que nos principes fondamentaux antérieurs, a priori, étaient plutôt que nous sommes, en tant qu'êtres humains, redevables de donner les mêmes droits à tous. Et c'est là où il y a un discours extrêmement paradoxal, puisqu'on nous serine la question des droits à, nous avons des droits à la sexualité pour l'OMS, nous avons des droits à ceci, à cela. En fait, ce n'est que du droit du prédateur au mépris des populations les plus vulnérables, et en particulier des populations qui peuvent subir cette exclusion. Il y a aussi un autre point clé, je pense, qui est une évolution qu'on a vu fleurir avec les nouvelles méthodes de management, etc. C'est la question de réduire l'individu à une fonction. Et on le voit, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans l'entreprise, il y a l'individu puis il y a la fonction. En fait, d'abord c'est indissociable, l'individu va accomplir une tâche ou une fonction, mais pas être réduit à ça, ou en tout cas dissocié complètement de sa fonction, pour être programmé à faire. Donc il y a une programmation, cette programmation on la voit de toute façon dans l'instruction publique depuis des années. Et cette programmation, elle est destinée à mettre des individus dans des cases compartimentées, qu'on va retrouver au niveau aussi de la division du travail. Et cette division des tâches fait qu'on n'a plus du tout la possibilité de voir la conséquence de ses propres actes. Et c'est ce qu'on a vu se mettre en place au niveau de la santé publique, entre guillemets, avec les protocoles. C'est-à-dire, il suffit d'appliquer des protocoles. Oui, mais à quoi ça sert ces protocoles? Quelles sont les conséquences de l'application de ces protocoles? Puisque l'individu est réduit à ses tâches, il ne peut plus avoir ne serait-ce que l'imagination de jusqu'où ces tâches pourraient le mener, puisqu'il n'en a plus, il est lui-même devenu une sous-catégorie de la division du travail. Donc il y a certainement énormément de facteurs, mais moi je repérais ces mécanismes de plus en plus prégnants au niveau des entreprises en particulier, et donc notamment l'émergence colossale du harcèlement en entreprise. Alors, plus on lutte aujourd'hui contre le harcèlement, plus en réalité il se met en place. Donc il y a quelque chose qu'on n'a certainement pas compris. Hein. Et dans cette conférence Totalitarisme et liberté, alors vous faites aussi la distinction entre totalitarisme, dictature, despotisme et tyrannie. On a pu entendre ces différents termes être employés à plusieurs reprises par certains observateurs ces derniers temps, notamment pendant la crise sanitaire. Quels sont les principaux éléments qui permettent de distinguer le phénomène totalitaire de ces autres formes d'exercice du pouvoir, et en quoi est-il important de bien faire la différence? Alors, sans rentrer dans tous les détails des différents types de pouvoir, je crois que la spécificité du totalitarisme, c'est premièrement de viser la domination totale, c'est-à-dire notamment sur la vie intime des gens. Depuis quand l'État se mêle-t-il de la vie intime des gens, de ce qu'ils pensent, de leurs opinions, et également de toute leur sphère intime, de telle sorte qu'ils soient obligés de la réglementer. Je prends souvent l'exemple effectivement de ces droits sexuels de l'OMS qui sont aujourd'hui repris de façon idéologique par l'État français. Eh bien, depuis quand l'État se mêle-t-il de notre sexualité? Je crois que c'est quand même assez problématique. Et cet accaparement de la vie intime, c'est aussi un accaparement des corps, par exemple, puisque l'une des spécificités du totalitarisme, c'est de s'approprier les corps des individus jusqu'à les réduire à des corps qu'on peut anéantir. C'est-à-dire, s'ils sont inutiles, on les anéantit, ou on les laisse de côté, ou on les exclut. C'est quand même une première dimension. La deuxième dimension, c'est que le totalitarisme ne supporte aucune opposition, aucun type d'opposition, à la différence d'autres régimes qui, du moment que l'opposition est à peu près contrôlée,
Elle peut exister de façon un peu sporadique. À la limite, c'est folklorique. Pour le totalitarisme, non. Et donc, il va essayer de détruire toute forme d'opposition. Et l'autre spécificité, c'est que quand cette opposition sera détruite, c'est là qu'il montrera son vrai visage. Alors qu'un régime tyrannique traditionnel, une fois que l'opposition est contrôlée, il n'a pas de nécessité de... Plutôt, en général, il se calme. C'est-à-dire qu'il n'a pas de nécessité d'aller détruire encore plus l'ensemble de la population. Le régime, entre guillemets, totalitaire correspond au niveau de la psychopathologie, selon moi, à un délire paranoïaque. Et le délire paranoïaque, c'est une pathologie de contrôle, de surcontrôle des populations, d'extermination, de guerre, mais également de persécution. Donc, il va falloir persécuter à un moment donné l'ensemble des citoyens, et c'est un régime qui fonctionne à l'arbitraire pur et dur. Donc c'est l'apogée, on pourrait dire, de la destruction ou du projet mortifère. Finalement, dans le système totalitaire, l'être humain devient superflu. Alors on va commencer par des catégories de population qui sont devenues superflues. Et puis, ensuite, toute cette persécution va s'étendre à d'autres catégories. Et ça, c'est très important de comprendre que finalement, la seule place, et c'est Günther Anders encore une fois qui nous le dit, la seule place qui devient possible quand elle est permise dans le système totalitaire, c'est d'être réduit à une fonction de l'appareil de contrôle. C'est-à-dire qu'on va employer des gens de plus en plus à contrôler les autres. On l'a vu, il y a eu des contrôleurs de cas Covid, et donc toutes ces fonctions de contrôle vont s'amplifier au détriment des fonctions de création, de production dans la société, hormis pour le champ de la guerre. Donc c'est vraiment tout à fait, et je vais mettre aujourd'hui la santé dans le champ de la guerre, puisque la question de la santé publique est devenue un enrichissement de lobbies et de monopoles, qui font la guerre contre les populations. Nous sommes en guerre, c'est à entendre comme une déclaration de guerre contre les populations. Et vous soulignez aussi que le totalitarisme ne vise pas l'aliénation ni la soumission des individus, mais leur annihilation en les conduisant notamment à l'autodestruction. Alors pourquoi le pouvoir totalitaire cherche-t-il à amener les individus à s'autodétruire, et quels sont les principaux moyens qu'il emploie pour y parvenir ? Alors, je vais, de mon point de vue, toujours ramener à la psychopathologie qui me parle. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, évidemment, ça ne peut jamais l'être, mais ça me paraît très important. Ce qui se passe, c'est que le pouvoir totalitaire utilise comme méthode, c'est sa méthode préférée, le harcèlement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système devenu paranoïaque. Qu'est-ce que c'est, en deux mots, la psychose paranoïaque ? Qui est collective, qui peut être collective, qui opère à la contagion délirante, c'est un terme que j'ai créé il y a des années pour expliquer ces phénomènes de contagion. C'est une folie qui fonctionne de façon résonante pour écrire autrement et raconter autrement l'expérience que nous vivons. Et cette narration mensongère du point de vue de la vérité et mensongère du point de vue de la réalité de l'expérience que nous vivons, ça s'appelle l'idéologie. Donc le pouvoir totalitaire fonctionne à l'idéologie. À partir du moment où nous sommes dans des récits mensongers, qui sont en outre des récits de persécution, puisque ça fait partie, le délire de persécution fait partie de la psychose paranoïaque, nous allons, la suite très claire du programme, c'est la guerre et la destruction et l'autodestruction. L'autodestruction, elle est obtenue par le harcèlement. C'est-à-dire que quiconque étudie un peu le harcèlement ou a vécu un harcèlement tout simplement en tant que harcelé, sait que même si son harceleur n'est pas en face de lui, il continue de le détruire parce qu'il y a un mécanisme en psychopathologie qu'on appelle introjection, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été traumatisé et plusieurs fois, la marmite continue de bouillir en fait à l'intérieur. Et c'est ce qui amène l'explosion des tentatives de suicide que l'on connaît actuellement, que l'on voit dans les entreprises quand il y a du harcèlement qui commence à se déployer.
c'est immédiat, c'est-à-dire j'avais écrit des articles dans les années 2010-2012 pour des revues spécialisées de psychologie du travail. Le fait que quand il y avait une émergence de suicide dans une entreprise, il fallait d'abord interroger les processus de harcèlement qui existaient. Parce qu'ils étaient corollaires. Ce n'est pas que les personnes elles sont suicidaires à la base, c'est toujours ce que l'entreprise veut faire croire, mais en réalité, qu'est-ce qui va activer chez elles une pulsion de destruction et de mort? On le retrouve à plus grande échelle au niveau du système totalitaire. Il y a aujourd'hui une explosion des tentatives de suicide, y compris chez les enfants, qui est tout simplement cette introjection, c'est-à-dire qu'on va prendre à l'intérieur de soi la pulsion mortifère et de destruction qui est déployée par ce pouvoir totalitaire. Alors, la question que posent souvent les gens, c'est à quoi ça sert? Pourquoi? Alors, d'une part, je pense que c'est important de comprendre qu'il peut y avoir des glissements pathologiques de personnalités qui sont au pouvoir, et que je pense que ça fait même partie, en fait, de la nature même du pouvoir. C'est-à-dire qu'à la fois sont attirées par le pouvoir des personnes qui vont avoir ces tendances-là, et le pouvoir va les entraîner à avoir ces tendances-là. C'est-à-dire, c'est ce que disait Platon, il ne faut jamais mettre au pouvoir des gens qui veulent du pouvoir, parce qu'ils vont être absolument terrifiants. Parce qu'ils vont vouloir garder et conserver ce pouvoir, même quand ils ne sont pas légitimes à l'avoir. Or, on voit bien aujourd'hui qu'on a des multinationales qui prennent des décisions sur l'avenir des peuples, elles ne sont pas légitimes à les prendre. Donc, ces grands dirigeants, entre guillemets, de multinationales, le pouvoir leur a monté à la tête au sens propre. Donc je pense qu'il y a une dimension pathologique déjà. Mais si on essaye de trouver une rationalité dans l'exercice et la confiscation du pouvoir, il faut absolument avoir les conditions du maintien de cette confiscation. Donc par exemple, eh bien évidemment, si les êtres humains, on considère qu'ils sont trop nombreux sur la planète parce que c'est trop compliqué de conserver un pouvoir sur des milliards d'êtres humains, il va peut-être falloir effectivement réduire cette population pour la mettre en esclavage et pour pouvoir avoir la garantie de conserver son pouvoir. Mais ça, c'est une histoire millénaire. Je ne comprends même pas pourquoi les gens s'en étonnent. Simplement, cette histoire millénaire, normalement, on doit mettre des contre-pouvoirs. Ils ont été rognés par des stratégies de guerre, des tactiques de cheval de Troie, où des personnages clés ont été mis à des postes clés pour promouvoir un programme de super contrôle et de super surveillance et de mise en esclavage. C'est aussi simple que ça. Je pense que malheureusement, cet attrait du pouvoir est la question que nous devons humainement résoudre et sur laquelle nous devons tout le temps porter notre attention. Alors, vous consacrez aussi plusieurs pages dans votre livre sur le fait que le totalitarisme ne peut pas se mettre en place sans la collaboration de nombreux individus. Il a nécessairement besoin de l'assentiment des masses. Et vous précisez que le système totalitaire est la rencontre entre un pouvoir cynique et corrompu et une masse d'individus crédules et obéissants qui renoncent à la vérité, donc à la justice. Pourquoi est-ce que les masses acceptent de collaborer et de se soumettre? Quels sont les éléments sur lesquels le totalitarisme s'appuie pour séduire ces masses et emporter leur adhésion? Et quelles sont les conditions qui peuvent amener les masses à cesser de collaborer et à rompre le pacte conclu avec le pouvoir totalitaire? Ce qui est très important de comprendre, je pense, c'est que les masses sont fabriquées. Il y a une fabrication qui passe essentiellement par la propagande. La propagande, ce n'est ni plus ni moins que la répétition permanente d'un mensonge. C'est un lavage de cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des individus qui sont déjà très fragilisés par la vie moderne, le fait d'avoir la tête dans le guidon, d'aller au travail, d'exercer une fonction qui ne leur plaît pas souvent, etc. Et dans le même temps, nous avons des boîtes aujourd'hui à endoctrinement qui sont notamment la télévision et tout le règne en général de l'image, la publicité, etc. Et ces boîtes à endoctrinement qui passent par l'image, et ce n'est pas du tout innocent parce que l'image, nous n'avons pas suffisamment de filtres au niveau de notre cerveau pour avoir des garde-fous complets sur le statut de l'image, sans parler en plus des images subliminales, donc des sous-images qui pourraient aussi venir nous influencer.
hier, je donnais une conférence sur les Indiens Kogi pour préparer leur chaman, entre guillemets. La préparation se fait 18 ans dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que précisément, eux considèrent que la vision est un sens trompeur. Que je ne crois qu'à ce que je vois, eh bien, on est sûr qu'on est dans un sens trompeur. Donc précisément, il est très facile de manipuler les êtres humains par l'image. Donc aujourd'hui, nous avons des outils de manipulation très puissants sur lesquels nous ne prêtons peut-être pas suffisamment d'attention. Donc déjà une préparation, alors au niveau des images, au niveau des discours qui sont des discours mensongers et qui sont répétés. Et ce sont des discours qui sont des discours paradoxaux. Donc ça, on en parlera peut-être après, mais la question, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? C'est mettre dans une même expression ou une même phrase des termes qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Le meilleur exemple, c'est malade asymptomatique, donc malade sans symptômes. C'est le malade imaginaire. Donc voilà. Et ces termes viennent sidérer la pensée. Et de la même manière, ces chocs traumatiques sont aussi des discours qui manipulent les émotions à la terreur et à la culpabilité. Essentiellement, c'est deux grandes émotions sur lesquelles on peut manipuler les masses. Et il y a une capacité aussi à corrompre les individus pour qu'ils deviennent des agents de la masse. Et alors on les corrompt toujours sous des beaux principes, c'est-à-dire que ça va être le grand idéal, du dévouement pour le bien commun, etc. Mais à partir du moment où la personne s'est engagée dans des actes, c'est beaucoup plus difficile pour elle de faire machine arrière parce qu'elle a accepté une collaboration. Et inconsciemment, c'est très compliqué pour elle d'assumer sa propre culpabilité. Et plus on va, et donc il est plus facile d'aller encore plus loin dans les techniques d'engagement. Ce sont des méthodes sectaires, hein, tout simplement. Et c'est extrêmement compliqué. Il y a aussi, dans cette collaboration, cette soumission, on pourrait parler de plein de choses, du formatage à l'obéissance, enfin voilà, évidemment plein de choses, mais j'ai envie d'insister sur quelque chose que nous, on appelle en psychopathologie le secret pervers. Le secret pervers, c'est la chose, l'information, la vérité qui ne doit jamais être nommée. Dans les familles qui dysfonctionnent, par exemple, l'inceste du grand-père ne doit jamais être nommé. C'est le secret pervers. Alors ça flotte, tout le monde le sait plus ou moins, mais personne n'en parle. Et celui qui vient le nommer devient un bouc émissaire à abattre. Ça fonctionne totalement comme ça en période totalitaire, c'est-à-dire que celui qui vient dévoiler le secret, souvent c'est un secret qui concerne les origines. Hein, l'origine du virus, par exemple. C'est un secret absolument qu'on ne doit pas toucher. Donc il y a plusieurs narrations, comme ça, on a vu, qui sont plus ou moins exotiques. Et ces narrations servent à couvrir ce qu'on ne doit pas et indiquer ça, tu ne dois pas les regarder là, tu ne dois pas regarder ça, tu ne dois pas. Voilà. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui permet la soumission. Je pense, on a eu une grande psy qui s'appelle Alice Miller qui avait travaillé sur les conditions d'obéissance des Allemands qu'elle avait trouvées dans l'éducation, notamment à la dure à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que nous soyons encore dans ce cas-là. Alors je pense que par contre, il y a des phénomènes plus subtils et notamment qui permettent les asservissements des individus, puisque finalement on se rend compte que les gens acceptent d'être muselés, ils acceptent de se taire, ils acceptent de ne pas voir certains phénomènes. Et je pense que nous devrions aller regarder aussi de façon plus générale le secret pervers dans notre société, qui est dans ces questions justement de pédophilie de masse, j'ai envie de dire ça comme ça, qui avait déjà été dévoilé par Freud à la fin du 19e siècle. Après, il s'en est pris plein la figure, mais ensuite a été également dévoilé par d'autres psys, notamment Ferenczi, indiquant, mais vu l'ampleur des patients qui nous indiquent avoir subi des traumas sexuels infantiles, que se passe-t-il? Donc, je ferais davantage, je trouve que ça serait intéressant d'aller regarder de ce côté-là, parce que finalement, si on regarde cette situation, on se dit, mais les gens acceptent de se taire, de voir une situation de violation des corps, de violation de consentement, d'exclusion, de mise à la rue, y compris concernant des enfants, hein, parce que les enfants des suspendus, voilà, etc.
et ils n'en disent rien. Donc qu'est-ce qui les a conditionnés à se taire à ce point? C'est tout à fait important. Alors après, il y a dans l'idéologie totalitaire deux axes toujours importants à regarder. C'est l'axe de l'homme nouveau, c'est-à-dire avant, donc cette idéologie du progressisme ou du progrès qui fait qu'on annule complètement tout ce qui s'est passé avant. Donc ça n'existe pas, donc on casse les chaînes de transmission. C'est très important parce que quand on veut déployer un phénomène sectaire, comme l'est le système totalitaire, il faut casser les autres sources d'appartenance. Donc les sources d'appartenance, elles sont évidemment au sein des familles. On a vu que les familles ont explosé à la faveur de ce clivage vacciné-non vacciné, notamment les amitiés, les appartenances sociales, culturelles, les loisirs, le travail. Tout a été passé au marqueur de cette division entre vaccinés et non vaccinés. Et ce qui a été surtout préparé là ces dernières années, ce sont les esprits à accepter cette différenciation entre les bons citoyens et les mauvais citoyens. Et pour devenir un bon citoyen, il faut accepter de casser ses appartenances, y compris historiques, et accepter de casser même ses appartenances identitaires. Aujourd'hui, on a la promotion effectivement du transgenre. C'est une brisure de l'appartenance à sa propre identité sexuée. Donc voilà, on est dans ce premier axe. Et le deuxième, c'est la pureté. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en sous-bassement du système totalitaire, l'idée qu'il y a des êtres purs et qu'il y a des êtres impurs. Alors, ça peut être les blancs sont purs, les noirs sont impurs, ou l'inverse. Ça peut être certaines catégories de la population ont reçu un saint graal vaccinal, donc sont purs, et les autres sont impurs, ou l'inverse, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que derrière, cela signifie que ceux qui s'estiment purs ont évacué d'eux-mêmes toute la part problématique de leur humanité. Au niveau de la psychopathologie, qu'est-ce qu'ils ont évacué d'eux-mêmes? Ils se croient à l'abri de la pulsion de meurtre, la pulsion, les pulsions transgressives, hein, donc toutes les deux transgressions des interdits fondamentaux, c'est interdit du meurtre et interdit de l'inceste. Et précisément parce qu'ils ne s'en croient pas détenteurs, ils le mettent en acte, ils l'agissent sur les autres. Et ça, c'est extrêmement problématique. Alors, qu'est-ce qui permet peut-être de rompre ce pacte? C'est un pacte, encore une fois, sectaire, c'est-à-dire qu'on a un conditionnement, un endoctrinement des masses à la propagande. Elle va être formée par les émotions, par une novlangue, les repères, les habitudes vont être cassées, il va y avoir du dressage au traumatisme. C'est la même question qu'on a pour la sortie d'un endoctrinement sectaire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'individu ouvre les yeux? Alors, je crois malheureusement que c'est quand il se retrouve acculé dans une situation, en tout cas pour la plupart des cas, des endoctrinements forts, parce qu'il y a plus ou moins d'endoctrinements, il se retrouve dans une situation où il ne peut plus résoudre par une pirouette le paradoxe dans lequel il se trouve. Donc souvent c'est simplement une souffrance réelle qui va le concerner lui en propre, et qui va l'obliger à ouvrir les yeux sur ce qu'il a fait, ce à quoi il a participé. Et d'ailleurs, ce sont des moments extrêmement dangereux pour le psychisme parce que ça peut conduire aussi à des conduites suicidaires. Vous insistez aussi sur l'extrême précarité du totalitarisme. Vous dites que par essence, le projet totalitaire est voué à l'échec, irrespectueux des lois du vivant qui sont immuables, destructeur des lois transcendantes régissant la condition humaine. Il ne peut mener à terme son ambition de contrôle total. Alors pourquoi le phénomène totalitaire porte en fait les germes de son propre échec? Pourquoi est-ce qu'il est nécessairement voué à s'effondrer tôt ou tard? Le système totalitaire, c'est un système d'érosion du lien, ou plutôt
de transformation du lien qui devrait être un lien entre nous de bienveillance en termes de civilisation, et l'anthropologie le dit, la civilisation elle commence par le don et le contre-don, et c'est ce qui permet de créer du lien. Le système totalitaire c'est un système de haine, donc il faut travailler cette haine entre les individus qui se caractérise par la méfiance, qui se caractérise par l'envie, développer l'envie, finalement, le système totalitaire va autoriser les délations, va autoriser le fait de pouvoir s'approprier des choses de son voisin. C'est exceptionnel quand même pour des individus qui sont en très grande frustration. Et cette haine, finalement, elle engendre en même temps tellement d'angoisse dans les individus et dans cette espèce de monstre formé par cette somme d'individus qui devient une espèce d'entité à part entière et qui est le monstre totalitaire, qu'il faut absolument déployer un contrôle maximal. Ce contrôle, c'est une haine du vivant. Le système totalitaire est une haine du vivant. Comme la psychose paranoïaque d'ailleurs, hein, tout simplement, j'avais déjà remarqué en psychiatrie que même la présence d'une plante verte était extrêmement problématique, hein, au niveau psychique. Et, sauf que nous sommes des êtres vivants, par nature, et que nous vivons sur une planète qui est régie par des lois du vivant. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme essayer d'enfermer un cours d'eau. Au bout d'un moment, ce cours d'eau, qui est régi par les lois du vivant, il va avoir une puissance, ce que Bergson a appelé une énergie spirituelle, mais c'est une énergie vitale, c'est quelque chose qui est propre à l'essence du vivant, et c'est ce contre quoi lutte le système totalitaire. Donc, par définition, à la fin, il est perdant, et surtout, il est très coûteux en énergie. C'est-à-dire, il est perdant, il est vaincu. Mais il est très coûteux en énergie, parce qu'il va falloir maintenir ce contrôle des masses. Il ne faut surtout pas que les masses se réveillent, il faut surtout qu'elles collaborent, donc il faut toujours les nourrir à des idéologies, un kaléidoscope idéologique, de façon à ce que ça n'arrête pas d'être en pseudo-mouvement. C'est un mouvement artificiel, ce n'est pas un mouvement vivant, mais ce mouvement artificiel, pour essayer de maintenir le contrôle, est voué à l'échec. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des destructions, comme je l'ai dit, c'est un système qui nous mène fatalement à la guerre et aux guerres fratricides. De toute façon, quelque part, toutes les guerres sont fratricides, sauf que il est contre nature. Il est contre notre nature. Il y a eu Koestler, l'écrivain Arthur Koestler, sur son livre, dans son roman Spartacus, il met une petite phrase sur le fait que tant qu'il restera un Brutus, de toute façon, ce genre de pouvoir politique est voué à l'échec. Brutus, c'est celui qui a tué César quand il avait trop d'ambition politique. Mais il restera toujours un Brutus tant que nous sommes des êtres vivants. Je ne dis même pas des êtres humains, mais des êtres vivants. Alors, une citation que j'ai trouvée dans Lune noire de Steinbeck, qui est un petit roman qui a circulé sous l'occupation, extrêmement intéressant, mais qui me paraît extrêmement pertinente par rapport à votre question. C'est une citation d'un résistant qui parle à un colonel nazi. Et il lui dit « Vous voyez, colonel, on ne peut rien y changer. Vous serez écrasé et expulsé. Les gens n'aiment pas être conquis, colonel, et donc ils ne le seront pas. Les hommes libres ne déclenchent pas la guerre, mais lorsqu'elle est déclenchée, ils peuvent se battre jusqu'à la victoire. Les hommes en troupeau, soumis à un Führer, en sont incapables. Et donc, ce sont toujours les hommes en troupeau qui gagnent les batailles, et les hommes libres qui gagnent la guerre. Vous découvrirez qu'il en est ainsi, colonel. Pourquoi ? Parce que la liberté, c'est notre essence vivante, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est notre valeur fondamentale, mais c'est plus qu'une valeur autoproclamée. C'est une essence de l'être humain, sa condition d'être libre. La vie circule là. Donc, pour reprendre, encore une fois, pour refaire un tout petit détour chez les Indiens Kogi, précisément, ils dénoncent chez nous, dans nos systèmes occidentaux, et ils nous ont avertis depuis des années que nous aurions des destructions inouïes, de la violence, des guerres, etc., parce que nous nous racontons des histoires mortes. Et le système totalitaire, c'est un système anti-vie. C'est tout simplement ça. Donc, il ne peut pas fonctionner. Alors, il peut durer longtemps. Il
peut durer des décennies, mais il y a un moment donné, ça va s'effriter, et ça s'effrite, et les peuples qui ont connu le totalitarisme, ils créent ces chemins d'effritement tout de suite. Ils les connaissent déjà. Par où je vais faire circuler la vie? Oui, parce que vous répétez souvent, d'ailleurs, en citant Hannah Arendt, que le totalitarisme, en fait, cherche à annihiler toute spontanéité. La spontanéité, c'est la manifestation de la liberté, absolument. Mais ça n'est pas possible. C'est-à-dire que, contrairement à la condition animale, nous avons notre libre arbitre. C'est-à-dire que les animaux sont pris dans ce système du vivant. Ils sont obligés d'y répondre. Ils en font partie. Nous avons le libre arbitre de dire nous pouvons sortir du système du vivant et décider que Dieu c'est nous, que c'est nous qui décidons quel est le récit à mettre sur telle ou telle situation. Mais c'est contre nature, et c'est contre notre nature, donc ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Quels que soient les projets fous et ambitieux et délirants qui peuvent être mis en place, nous sommes constitués de cette énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle va trouver des chemins. Bien sûr, il y a des destructions, bien sûr, il y a des morts, et bien sûr, il y a plein de choses qu'il faut absolument qu'on évite le plus possible en dénonçant, en transcendant des peurs pour simplement dire que nous sommes des êtres humains, que notre condition d'être humain fait que rien d'humain ne peut nous être étranger, et que donc, à partir de là, qu'est-ce qui fait notre essence d'être humain? C'est pas la sécurité, c'est pas le contrôle, c'est cette énergie du vivant qui se caractérise par notre liberté, et notre liberté, c'est notre liberté d'esprit. Dans une conférence intitulée « Totalitarisme et témoignages » que vous avez donnée en septembre 2021, vous analysez le rôle et le caractère des témoins du phénomène totalitaire, des témoins dont vous dites notamment qu'ils exercent une fonction indispensable à la survie de l'humanité, en conservant le fil qui la rattachait au passé, et vous soulignez aussi que ce rôle de témoin ne s'improvise pas et qu'on peut le devenir malgré soi. Alors, en quoi les témoins du phénomène totalitaire jouent-ils un rôle essentiel? Pourquoi sont-ils les garants de l'humanité? Et quelles sont les principales caractéristiques des personnes qui sont amenées à jouer ce rôle? Le système totalitaire est fondé sur le mensonge. Le témoin, c'est celui qui va être témoin d'une situation, laquelle va être racontée sous forme de mensonge. Donc, c'est d'abord un passeur de vérité. Donc, c'est quelqu'un qui va faire un récit historique de ce qui se passe et qui ne sera pas la narration idéologique officielle du système totalitaire. En étant passeur de vérité, il est le garant d'une continuité historique entre l'avant et l'après, et il est aussi souvent un passeur d'humanité, parce que le témoin, dans sa fonction subjective, d'assister à quelque chose et de devoir le raconter, eh bien, il va raconter notamment de la souffrance, en fait, d'autres êtres humains qui subissent ce système totalitaire. On a, par exemple, des témoins, aujourd'hui, des suspendus, c'est-à-dire des gens qui racontent ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe pour les suspendus. Et c'est extrêmement important. Alors, la question, c'est que dans le système totalitaire qui fonctionne à l'idéologie, nous n'avons qu'un seul son de cloche. Donc le fait d'être témoin, c'est d'apporter une autre vision à ce son de cloche. Et parfois, cela implique d'être immergé dans des situations qu'on ne choisit pas forcément. C'est pour ça qu'on peut être ce que j'appelle témoin par destin, c'est-à-dire qu'on on va assister à une situation et on se sent moralement obligé de la reporter et de la rapporter, comme a pu le faire Orwell au niveau de la guerre en Espagne, ou il y a très longtemps l'historien Thucydide au niveau de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire que ce qu'on nous raconte n'est pas la vérité des faits. Or, il y a une correspondance, je reviens un petit peu à mes Indiens Kogi, il y a une correspondance entre la vérité et la vie. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas vraiment de différence entre la vérité et la vie. Alors ce n'est pas parce qu'on nomme un récit vérité que c'est une vérité. Ça, on va le retrouver notamment dans la légende juive du golem, qui est nommé, ce golem, ce monstre d'argile, qui est nommé vérité. Mais la vérité, c'est que ce monstre d'argile, en réalité, c'est
une mort. Et donc, à partir du moment où il va être renommé en mort, il s'effondre. Donc, ça, c'est très important. Le témoin, pour moi, c'est effectivement celui qui va témoigner de l'humanité. Alors, j'avais retrouvé une citation de Stefan Zweig dans Pas de défaite pour l'esprit libre, ses écrits politiques, où il explique qu'il y a des individus qui ne sont pas d'accord pour supprimer des droits qui sont considérés ailleurs, je le cite, dans un monde civilisé, comme des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles, et que ces individus ne reconnaissent pas la validité d'une semblable réduction de nos droits fondamentaux, même dans la plus extrême impuissance et détresse. Parce que nous avons l'inébranlable conviction que Dieu n'a pas séparé les êtres humains en races inférieures et supérieures, en peuples de seigneurs et en peuples d'esclaves, en nobles et en parias, mais qu'il les a tous créés à son image. Et que, pour lui, il inscrivait cette fonction de témoignage dans l'humanisme traditionnel, qui consiste à refuser qu'il existe des personnes indésirables dans une société. Donc, c'est cette fonction à la fois d'historien et cette fonction subjective qui ramène de l'expérience, de la vérité de l'expérience et de l'humanité dans ce monstre totalitaire qui fonctionne au mensonge. Alors, j'ai noté que le système totalitaire n'élimine pas tous les témoins et que c'est même peut-être pas nécessairement et pas systématiquement, mais une possibilité de survie dans ce système totalitaire. Pourquoi? Parce que c'est comme si lui-même avait besoin, dans son projet de mort, qu'existe quelque part un récit vivant. Ce fameux récit vivant qui prendra la suite. Alors on peut le raisonner, l'analyser en forme d'écosystème, bien sûr, puisque on sait que ce système totalitaire mène à des destructions massives, et qu'il va bien falloir qu'il renaisse à un moment donné, que quelque chose renaisse, pas le système totalitaire, mais que quelque chose renaisse. Et c'est à partir des témoignages que quelque chose peut renaître, parce que ce récit de vérité, nous en avons tous besoin. J'avais fait ce constat sur la non-suppression des témoins au niveau des familles quand elles sont très dysfonctionnelles. Et donc j'ai eu l'idée de l'appliquer en fait au système totalitaire, c'est-à-dire que les familles extrêmement dysfonctionnelles, il y a un gros secret de famille, pourraient tout à fait éliminer l'ensemble des témoins. Or, elles n'éliminent jamais le témoin principal, celui qui a la capacité de raconter ce qui s'est passé. Et c'en est même assez stupéfiant. Elle peut éliminer des personnes dans le système familial. Quand je dis éliminer, ça peut être des internements abusifs ou justement conduire un individu dans la famille au suicide. Mais il y a toujours la manifestation du maintien d'un témoin. Et donc, ça m'a paru intéressant de rapporter cette figure du témoin à la question du système totalitaire. Elle peut le persécuter, le système totalitaire peut persécuter le témoin. Mais l'éliminer, en tout cas, il ne parvient jamais à éliminer complètement les témoins. Et vous dites aussi dire que ces témoins, alors qu'ils peuvent l'être malgré eux, sont tous d'une très grande intégrité morale. C'est un critère en fait indispensable pour jouer ce rôle de témoignage. Absolument, parce qu'il s'agit de restituer la vérité. C'est-à-dire que la question morale, la question du bien et du mal, elle ne peut pas être dissociée de la question du vrai et du faux. Parce que, tout simplement, pour statuer s'il y a eu un crime, on doit d'abord savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, c'est fondamental. Ça va ensemble. Et du point de vue psychologique, dans la construction du développement psychique, cette distinction du bien et du mal et du vrai et du faux, et du juste et de l'injuste, se construit au même moment pour la personnalité. Et c'est ce qui va pousser à témoigner, c'est le sentiment de cette responsabilité morale. Alors vous insistez aussi beaucoup sur le rôle du langage dans l'expression du phénomène totalitaire, un sujet que vous aviez longuement développé dans le livre « Le débat interdit », coécrit avec Vincent Pavant et publié chez Trédaniel en 2022. Dans la conférence « Totalitarisme et langage » que vous avez donnée en juin 2021, vous expliquez que nous devons nous méfier de ceux qui sont en guerre contre la langue, qu'il s'agisse d'une guerre ouvertement déclarée ou d'une guerre plus subtile,
que les mots ne sont pas des outils interchangeables et que notre liberté réside aussi dans le pouvoir de bien nommer l'expérience humaine. Le wokisme, la culture de l'annihilation, sont-ils des procédés qui participent du phénomène totalitaire selon vous? Est-ce qu'ils sont des symptômes subtils d'un nouveau totalitarisme en gestation? Et est-ce qu'ils s'inscrivent finalement dans le cadre de la création de cet homme nouveau que le phénomène totalitaire appelle de ses voeux? Absolument. Le simple terme culture j'arrive même pas à le dire, de l'annulation est un paradoxe. La culture, c'est tout sauf annuler quelque chose. C'est au contraire l'intégrer sans souvenir. C'est un travail de mémoire. Le récit vivant est aussi un travail de mémoire. Donc à partir du moment où on fait du révisionnisme au nom de la culture, on est en train de tuer la culture. Donc ça, c'est le paradoxe, il est déjà là. Et la novlangue, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on doit à Orwell, bien sûr. C'est cette langue totalitaire qui va changer à la fois le sens des mots, les constructions grammaticales, et introduire une série de paradoxes qui empêchent d'avoir accès à une langue qui permet de nommer la vérité des choses et la vérité de l'expérience. Et on le voit par exemple dans des termes tout à fait communs, comme un plan social. Enfin, un plan social, ça n'a rien de social. Voilà, c'est un plan de destruction du social. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on a tout le temps dans notre quotidien. Je réfléchissais au terme discrimination, qui me paraît par exemple très problématique. Discriminer, cela signifie faire le tri, séparer. Donc, c'est important de faire le tri pour mettre les choses à leur juste place. Parce que précisément, c'est dans la confusion que s'introduisent les transgressions. Donc, quand on va nous parler de la lutte contre les discriminations, on nous parle de la lutte contre la sortie de la confusion. C'est quand même intéressant. Et on va le reprendre. Enfin, moi-même, je vais reprendre cette expression parce que ce sont des conditionnements mentaux qui sont les nôtres. Alors, la langue doit être, alors on a eu Klemperer qui a énormément travaillé sur la langue nazie, je vais prendre une citation qu'il dit, que j'utilise parce qu'à un moment donné il rencontre une dame qui a fait de la prison et il lui dit mais pourquoi étiez-vous donc en tôle? Et elle lui dit j'ai dit des mots qui n'ont pas plu. Donc le système totalitaire persécute sur les mots, il y a les bons mots et les mauvais mots, et les bons mots sont ceux qui sont autorisés par le régime et qui sont imposés par le régime. On a des nouveaux lexiques aujourd'hui qu'on est censé appliquer, qu'on est même dans l'obligation d'appliquer, et on a une déconstruction savante. Donc là j'ai fait tout un travail effectivement dans le débat interdit en prenant comme exemple la situation que nous vivions pour casser tous nos repères dans la langue. Or, ceci, on le retrouve dans la psychose paranoïaque, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un délire paranoïaque? Je reprends la définition qu'en donnait Lacan, c'est un immense blabla extraordinairement articulé. Voilà, donc c'est à partir du moment où on va tous délirer ensemble, on va délirer ensemble à partir d'un travestissement de la langue. Et ceci n'est pas nouveau, on a Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, donc 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle avant Jésus-Christ, il étudie en tant qu'historien la guerre entre Athènes et Sparte, et il va nous dire « On changea jusqu'au sens usuel des mots par rapport aux actes dans les justifications qu'on donnait. Une audace irréfléchie passa pour un dévouement courageux à son parti, une prudence réservée pour lâcheté déguisée, la sagesse pour le masque de la couardise, l'intelligence en tout pour une inertie totale. Les impulsions précipitées furent comptées comme qualité virile et les délibérations circonspectes comme un beau prétexte de dérobade. » Donc, il faut bien comprendre que cette attaque de la langue est très insidieuse et nous la subissons en permanence. Donc, il faut être très attentif à interroger presque comme on interrogerait un texte. C'est la fonction de la grammaire, à nous permettre de prendre de la distance par rapport à un texte. Et de dire finalement ces textes et ces discours officiels,
ces mots, ils nous parlent de quoi? Ce qu'on appelle progressisme aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment du progrès? Etc. etc. C'est-à-dire tout le temps une analyse critique par rapport à cette immersion dans une langue qui est d'ailleurs reprise par tout le monde. On va retrouver des expressions, des nouvelles expressions dans tout son entourage. Il y a une contamination de ces expressions. À partir du moment où on les adopte, on est rentré dans cette colonisation mentale. Donc c'est extrêmement, extrêmement important d'y prêter attention. Alors, ça donne à la fin, je vais prendre une citation d'Agamben qui nous a dit, au niveau de ce que nous subissions depuis 2020, donc Agamben le philosophe, c'est le langage lui-même comme lieu de manifestation de la vérité qui est confisqué aux êtres humains. Ceux-là ne peuvent à présent qu'observer muet le mouvement vrai parce que réel du mensonge. Quand on appelle santé publique le fait de ne pas soigner des gens, par exemple, on est dans un langage mensonger. Tout simplement. Donc la dénomination et l'articulation de la langue est quelque chose de très compliqué mais nécessaire à analyser. Alors dans la conférence que vous avez donnée à Lisbonne en septembre 2022 lors du congrès Corruption et fraude dans la crise Covid, vous expliquez qu'il est fort à parier que le contrôle des mouvements des citoyens soit réinventé à la faveur d'autres urgences qui ne seraient d'ailleurs pas nécessairement sanitaires. Vous soulignez aussi que l'idéologie promue par le phénomène totalitaire ne cesse de se mouvoir et que c'est le caractère protéiforme de cette idéologie qui permet au totalitarisme de se maintenir au pouvoir. Quelles sont les urgences qui pourraient être instrumentalisées à l'avenir selon vous et quels sont les champs que l'idéologie pourrait investir pour permettre au phénomène totalitaire de maintenir son emprise sur les individus? La question de l'urgence est essentielle parce qu'elle permet de faire accepter à des populations des mesures qu'elles n'auraient pas acceptées en d'autres circonstances. Et notamment ce qu'on appelle l'état d'exception. L'état d'exception, c'est le philosophe Agamben qui en a beaucoup parlé, mais ça a été aussi une grande question de la philosophie du droit, c'est de dire est-ce qu'on a le droit de suspendre les droits parce qu'il y aurait une urgence ou une exception, donc qui le justifie pour sauver le bien commun. Alors, ce bien commun, il peut prendre différentes formes idéologiques. Hein. Donc, sur ce kaléidoscope idéologique, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un grand panel, mais on peut citer le réchauffement climatique avec le pass carbone. Hein. Je rappelle cette citation du directeur général de l'OMS, la crise climatique est une crise sanitaire. Je pense qu'on aura beaucoup d'items qui vont être mis sous le champ de la santé. On peut prendre bien sûr le terrorisme. Hein. Depuis 2001, les mesures antiterroristes ont transformé l'ensemble de la population en criminels potentiels. Donc ça fait déjà partie des idéologies présentes et actives. On peut prendre la question de la biodiversité, c'est aussi un terme qui revient dans les textes de l'OMS, notamment le règlement sanitaire international sur lequel je crois qu'il faut se pencher très sérieusement. On peut prendre la crise énergétique, la pollution, etc. Et quand on commence à analyser, on nous explique qu'il va falloir faire de l'écologie tout en développant l'Internet des objets. La pollution d'Internet, j'ai fait une toute petite recherche, Internet pollue 1,5 fois plus que le transport aérien. Donc, on n'a pas encore tout déployé. Donc, on est dans du paradoxe puisqu'on encourage au tout connecté. Ces discours paradoxaux, il est très important de travailler à les repérer, ce n'est pas du tout facile. Le risque vers lequel on tend, à mon avis, c'est cette idéologie que pour sauver la planète, l'ennemi devient l'être humain. Émetteur de carbone, vivant, se déplaçant, créant des mouvements polluants, etc., consommant de l'eau, etc. Donc, je crois que c'est ce vers quoi nous sommes en train de tendre. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que ce n'est pas parce que ça prend une forme légale que c'est légal. Ça, c'est quand même extrêmement important de le rappeler. On a des principes auxquels on ne peut pas déroger. Et ceci a été résolu, mais depuis
de très longue date par la philosophie politique. On a déjà, j'ai par exemple un texte de Dante que je citais dans la conférence à Lisbonne, justement, le De Monarchia, qui explique que le droit ne peut pas contenir en lui-même sa propre annulation. Le droit est fait pour protéger l'intégrité des individus. Donc à partir du moment où on produit des lois qui stigmatisent, qui excluent, qui autorisent de pratiquer ces fameuses mises en quarantaine, etc., eh bien, on est en train de contrevenir au principe du droit. Et ça, c'est très important aussi de s'éclairer l'esprit sur ces différents points. Agamben a eu aussi une réflexion sur l'extension progressive de toutes les techniques d'identification aujourd'hui, qui auparavant étaient réservées aux criminels, par exemple prendre les empreintes, etc. Et il a cette réflexion de dire que l'identité n'est plus aujourd'hui liée à la personne sociale, à la reconnaissance de son nom, etc., de sa renommée, mais elle est de plus en plus liée à des données biologiques, comme effectivement des empreintes, et on s'oriente vers quelque chose qui est de plus en plus autour de la question des gènes et de l'ADN. Et ça, c'est extrêmement problématique parce qu'on voit fleurir le spectre de l'eugénisme derrière. C'est évident. Dans la conférence intitulée « Âme humaine et totalitarisme » prononcée le 17 septembre 2022, vous faites le constat d'un monde en proie à la misère émotionnelle et spirituelle qui ne parvient plus à répondre aux aspirations profondes de chaque être humain, et vous donnez plusieurs pistes pour résister à cette déshumanisation galopante que nous vivons. Vous insistez notamment sur la nécessité de nourrir et réparer nos âmes, de guérir nos cœurs empoisonnés, afin de retrouver notre boussole et le chemin vers l'harmonie. Comment combler le vide spirituel du monde moderne? Comment nourrir et réparer notre âme, retrouver le chemin de l'équilibre et de l'harmonie, et finalement la conscience du caractère sacré de la vie humaine? La philosophe Simone Weil a eu une phrase dans laquelle elle dit que certaines collectivités, au lieu de servir de nourriture, tout au contraire, mangent les âmes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un tel endoctrinement idéologique que la moindre participation à des groupes expose l'individu à se retrouver dans un groupe qui régresse. Parce que finalement, le groupe qui régresse, c'est quoi? C'est des individus plus fragiles dans le groupe vont devenir plus angoissés et vont donc être beaucoup plus poreux au processus totalitaire et vont eux-mêmes les mettre en œuvre. Je crois que la lutte contre le totalitarisme, elle se fait à partir des individus. C'est-à-dire justement sortir l'individu de ses conditionnements collectifs et de masse pour qu'il reprenne son pouvoir personnel. On sait très bien que sur l'ensemble de la catégorie de la population, on n'a pas besoin que cet ensemble soit conscient de ce qui se passe pour à la fois se mettre en action et même tout simplement remporter cette lutte contre le totalitarisme. C'est très important de rappeler ça. Bien sûr que plus il y a d'individus qui s'éveillent, plus c'est important. Mais ce n'est presque pas un critère nécessaire. Ce qui est nécessaire en revanche, c'est qu'il existe des individus. Ce pourcentage, on l'a un petit peu au niveau de la psychologie sociale, en général ça tourne autour de 1%, et que ces individus, eux, tiennent au niveau de leur santé mentale. Leur santé mentale, c'est tout simplement le récit de vérité, le récit de témoignage, la distance nécessaire par rapport à ce système totalitaire pour ne pas céder sur des principes qui sont des principes inaliénables sur nos droits fondamentaux en tant qu'être humain et notre condition humaine libre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en système totalitaire, et là il y a un petit raffinement aujourd'hui, c'est qu'on nous donne l'illusion d'être libre, mais en réalité nos libertés sont progressivement tout à fait confisquées. Donc on se retrouve dans un système qui abrase de plus en plus nos différentes libertés. Mais la liberté, c'est quelque chose qu'on doit cultiver en nous.
cette liberté d'esprit, on doit la cultiver en nous, on doit retrouver effectivement notre spontanéité, notre capacité de création. Le philosophe Hegel disait que les esclaves ne savaient pas quoi faire de la liberté, mais que la liberté, c'est la vie. Lui, sa définition de la vie, c'est la liberté. Et donc, il y aura toujours, et il y a toujours des hommes qui vont refuser ce système de contrainte, ce système d'esclavagisation, en mettant la liberté comme une valeur suprême. Et ça, c'est très important. Donc, je dirais que la première chose, c'est retrouver ce chemin-là, d'invoquer cette liberté comme notre valeur suprême. Alors, ça permet de traverser les périodes de chaos. Je donne effectivement beaucoup d'outils pour se nourrir autrement, parce que je crois que c'est très important de considérer qu'on a affaire à un empoisonnement minutieux, généralisé, pas nécessaire, pas uniquement alimentaire, mais d'abord mental, émotionnel, et que, par exemple, quel est le statut de nos émotions quand nos émotions sont pilotées par un récit de télévision? Ce ne sont pas nos émotions, ce sont des émotions préfabriquées chez nous. Donc, nos véritables émotions, elles sont où? Comment retrouver tout ça? C'est-à-dire, d'abord, je reprends, moi, ma suprématie personnelle, et à partir de là, je peux servir d'exemple pour les autres. Et je crois que c'est le seul chemin. Et c'est là qu'on a la dimension du courage. Alors, ce courage-là, on a effectivement Agamben qui nous en parle. Il nous en parle de cette façon. Le courage est une liberté formelle parce qu'il constitue l'attitude où la liberté s'abstrait le plus totalement de tous les buts particuliers, la propriété, la jouissance et la vie. Et donc, c'est la manifestation d'un acte courageux où on peut perdre plein de biens matériels, en particulier, mais où on va invoquer notre propre nature d'être libre. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Ce qui me paraît aussi important dans les nourritures, c'est personnel, c'est de cultiver ce qui est grand, c'est-à-dire ce que le philosophe Kant appelait le sublime. Le sublime, c'est tout simplement l'aspiration à la liberté de l'homme qu'il va contempler à travers des grandes œuvres d'art, à travers la nature, à travers des œuvres produites par des grands esprits, et qui sont des œuvres de beauté. Cette mise en mouvement de l'individu vers davantage de beauté, vers aller rechercher ce sublime qui peut se retrouver précisément dans notre culture, qui ne doit pas être annulée, mais précisément valorisée, eh bien, va redonner le sens de la grandeur, le sens de l'exemple de la grandeur, en fait, qu'on peut retrouver dans des héroïsmes du passé, qui sont simplement des exemples à suivre aussi pour nous. Donc le philosophe André Suarez disait « la raison oblige, elle contraint, mais la beauté délivre ». Délivrer, ça veut dire précisément refaire naître en nous cette aspiration à la liberté. Et cette aspiration à la liberté, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est l'inverse du système totalitaire. Donc on doit retrouver, chacun peut faire ce chemin, il doit, il fait ce qu'il veut, hein, mais c'est important que, en tout cas dans la résistance au système totalitaire, il y ait ce mouvement intérieur de refus de l'esclavage. Voilà. Je crois que vous parlez aussi justement dans cette conférence de l'importance de revenir au carré du beau, du bon, du juste et du vrai. Oui, absolument. C'est les vertus, les vertus des anciens, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va cultiver en nous, quelles sont les vertus que nous pouvons cultiver en nous. Si nous cultivons le beau, le bon, le vrai et le juste, c'est-à-dire comme une aspiration, nous cultivons notre condition d'être humain, tout simplement, sans y renoncer. Or là, il y a un renoncement qui me semble assez massif et assez préoccupant. Vous parlez effectivement de la nécessité de polir les vertus de l'âme humaine, et vous parlez beaucoup d'amour aussi dans cette conférence sur l'âme, et de la nécessité justement de développer cette capacité à aimer. En particulier parce que c'est
Hegel disait « Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion ». Ce qui est de l'ordre de la passion ou de l'amour, c'est ce qui va nous permettre de transcender les peurs. Or, le système totalitaire, il ne fait que fonctionner à la peur, à la terreur. Tout le monde a peur, donc tout le monde se cache, donc plus personne ne s'oppose, etc. Précisément, ce qui va nous permettre de dépasser cette peur, c'est d'avoir un mouvement d'amour. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui voit un enfant en danger peut lui-même se mettre en danger pour aller sauver cet enfant, et c'est parce que en lui est né l'amour d'aller sauver cet enfant. Et donc, il va se mettre en danger. Et ça, c'est extrêmement important. Simone Weil rappelait bien l'importance, dans certaines circonstances, de valoriser aussi le sacrifice, c'est-à-dire le fait de rendre sacré, donc de se mettre soi-même en péril pour sauver quelque chose de plus grand qui nous traverse. Parce que finalement, c'est aussi une acceptation de notre mortalité. Le système totalitaire, il nous fait croire que c'est intéressant d'être immortel. Ce n'est pas du tout intéressant d'être immortel. Ce qui est intéressant, c'est de valoriser son existence. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelle est la valeur la plus haute que je peux mettre à mon existence? C'est ça qui est important. Alors, pour conclure, peut-être, quel est selon vous le point le plus important que vous souhaiteriez que nos auditeurs retiennent de cet entretien? Que notre bien suprême, c'est notre liberté. Et qu'il faut absolument le faire prévaloir quoi qu'il arrive. Et le deuxième point, c'est que il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que d'autres miroirs de nous-mêmes. Donc comment je peux recréer du lien bienveillant d'abord avec moi-même et puis ensuite avec l'entourage que je peux avoir autour de moi. Et il n'y a pas non plus de petits pas qui soient insatisfaisants. Je pense que c'est tout le monde au quotidien qui doit s'interroger sur les actes, les choix et les prises de décision qui sont les siennes. À quel moment je collabore à ce système totalitaire? Pourquoi je le fais? D'avoir une très grande lucidité. Parce que finalement, il y a différents types de collaboration. Est-ce que je le fais par peur? Est-ce que je le fais par culpabilité? Est-ce que je le fais pour être tranquille? Est-ce que je le fais parce que j'y crois? Enfin, tout ça doit être extrêmement clarifié. J'ai envie de terminer par la nécessité de faire des choix vers la vie, de réactivation de ce mouvement. Il y a dans le documentaire de Vera Sharav, à un moment donné, une dame qui évoque une transmission que lui a donnée son grand-père juif et qui est « Si tu dois mentir pour sauver ta vie, alors mens ». Et ça, je crois que c'est très important, c'est-à-dire la valeur suprême, c'est la vie des autres et notre vie. Et cette valeur, c'est la liberté. C'est la même chose. Et donc, j'ai envie de conclure par une phrase de Rousseau, qui me paraît importante de remettre aussi au goût du jour. « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme. » C'est clair. Merci beaucoup pour votre éclairage, Ariane Millan. Merci à vous pour l'invitation.